Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Frontalière Luxembourg. Aujourd'hui, mon invité du jour, c'est Benjamin Jacques. Benjamin, c'est un profil qu'on voit peu souvent puisqu'il bosse au Luxembourg dans la tech RH chez Skilled et il accompagne les entreprises à moderniser leur recrutement. Mais en parallèle, il est aussi investisseur immobilier puisqu'il était ex-agent immobilier. Donc aujourd'hui, on va parler de deux choses concrètes. Comment les entreprises luxembourgeoises recrutent vraiment en coulisses et comment on construit un patrimoine immobilier. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte, que ce soit sur toutes les plateformes. Je suis aussi sur Apple Podcast, Deezer Podcast, sur YouTube. Sur YouTube, on peut booster également. Donc, n'hésitez pas à booster. Ça me permet d'avoir plus de visibilité grâce à vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, je le répète 2 fois, mais parce que j'ai au moins 90% des viewers qui ne sont pas abonnés. Donc, vraiment, si vous voulez me donner de la force, eh bien, abonnez-vous. Eh bien, bonjour Benjamin et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, comment tu es arrivé dans la tech, donc optimisation RH au Luxembourg, et quel a été ton premier choc dans le recrutement? Ouais, c'est une très vaste question. Alors, à vrai dire, je suis arrivé dans ce domaine un petit peu par hasard. Je quittais, comme tu le disais, le domaine de l'immobilier, dans lequel j'étais indépendant pendant quelques années au Luxembourg toujours. Après ça, j'ai cherché effectivement une nouvelle dynamique, disons, à ma carrière. C'est vrai que j'ai toujours un petit peu touché le milieu, on va dire, IT. Alors peut-être pas IT profondément, mais tout ce qui était tech m'intéressait toujours. Donc j'avais quand même cette appétence globale. Donc ce qui a donné lieu effectivement à une logique où Skilled à ce moment-là recherchait des nouveaux candidats. Et ce qui m'a donné lieu effectivement d'intégrer vraiment la HR Tech au Luxembourg aujourd'hui. Alors ce qui m'a choqué le plus, je pense, parce que je suis pas du domaine RH d'origine, j'ai pas de formation RH, on va dire. Ce qui m'a choqué le plus, c'est, je pense, la non-corrélation entre, je pense, les services de recrutement aujourd'hui au Luxembourg, donc le prix en fait des services de recrutement au Luxembourg, et du coup qui sont liés au package salarial. Donc c'est un pourcentage sur le package salarial, hein, donc ce qui fait des budgets colossaux pour trouver la bonne personne dans les entreprises. Donc les entreprises externalisent ça, ce qui est très bien, mais je trouve que cet aspect, ce qu'on peut appeler no cure no pay dans le jargon professionnel RH, est old school, vraiment daté, et je pense qu'effectivement il faut renouveler ça. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a choqué quand je suis arrivé dans la HR Tech, c'est vraiment cet aspect de non-corrélation entre le prix des agences de recrutement et les entreprises, leur budget pour trouver le bon candidat. Je pense que c'est ça le plus choquant. Et pour recontextualiser, donc tu as commencé en tant qu'agent immobilier pendant combien de temps? Alors, à peu près 4 ans. D'accord. 4 ans, donc ça date depuis 2019 jusqu'à Ok. 2023-24 à peu près. Ça fait 3-4 ans. Donc oui, ouais. Ok. Et ensuite, tu es passé dans la tech RH. Ouais, D'accord. exactement. Mais avant de passer dans la tech RH, quand tu as arrêté l'immobilier, tu as su tout de suite que tu allais aller dans la tech RH ou Ouais. tu réfléchissais? Non, c'est une bonne remarque. Non, non, effectivement. Alors, c'est vrai que la tech RH m'intéressait parce que dans la tech RH, on parle de software, on parle d'automatisation, presque d'IA finalement. Donc, c'est quand même un attrait populaire aujourd'hui, encore plus au Luxembourg, je pense. Mais non, effectivement, je me suis un peu cherché après l'immobilier. À vrai dire, l'immobilier était une grande passion pour moi. Donc, c'était ma passion professionnelle. Je l'ai transcrite aujourd'hui sur ma passion plutôt personnelle, on va dire, in the other side, on va dire. On en reparlera après de toute façon, ça, pour la Tout à passion. fait. Mais non, effectivement, je me cherchais un peu. Alors, j'ai fait un petit job dans le marketing où je vendais des services marketing. Et ensuite, effectivement, j'ai trouvé Skill. Alors, Skill, c'est différent parce que oui, on parle de HR Tech. On parle aussi, à l'époque, en tout cas, quand j'ai postulé, d'une start-up. Donc, effectivement, elle a été créée en 2014, hein, cette start-up. Mais on est quand même dans une ambiance très start-up avec, c'est-à-dire, on gère un peu soi-même nos tâches, on gère notre planning. Donc, c'est une ambiance très famille. Mais en même temps, il faut du dynamisme pour faire du business. Hein, il faut être franc. Oui. Donc, il y a toujours un peu ces deux sides de ambiance famille, mais il faut quand même y aller pour faire du business. Et c'est aussi ce qui m'a plu, en plus de l'aspect HR Tech chez Skill. Ok. Et avant de parler un peu du côté candidat, donc là, on va être côté recruteur. C'est quoi le problème numéro un des entreprises luxembourgeoises quand elles veulent recruter ou grandir?
Ouais, c'est une très bonne remarque. À vrai dire, il y a plusieurs aspects, mais je pense la difficulté numéro un, c'est de gérer l'afflux de CV que reçoivent les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais j'ai discuté avec une entreprise la semaine dernière, je crois qu'ils sont 50. Ils recrutent à peu près 3 ou 4 positions à l'année, donc ce qui est plutôt moyen, hein, ce qui n'est pas, ce qui est très peu finalement. Et pour une seule position, ils avaient reçu 1800 CV 1800 CV. en une semaine. Donc, Mmh. ce qui fait que je pense que la grande difficulté numéro un aujourd'hui pour les recruteurs au Luxembourg, c'est de pouvoir trier les CV, voir ceux qui viennent hors UE, hein, parce que ceux qui viennent hors UE, bah, c'est différent, parce Mmh. qu'il va falloir prévoir le logement, le voyage, etc. Donc, c'est un process beaucoup plus long. Et la paperasse administrative Et la aussi. paperasse administrative, donc c'est pour ça que bah, les entreprises recrutent plutôt, on va dire, Luxembourg ou Mmh. frontalier. Donc ils vont plutôt viser sur les candidats de cette région. Mais ouais, je pense que ça, la plus grosse difficulté, c'est de choisir, de trier, disons, les bons CV, les bons candidats. Je pense que c'est la problématique numéro un aujourd'hui. Et concrètement, comment ça se passe, quand ils ont 1800 CV comme ça? Bah, c'est une bonne question. Ça dépend des structures, mais une structure de 50 employés, comme j'ai cité avant, bah, c'est un Excel. Ils reçoivent le Mmh. CV, ils lisent chaque CV, ils encodent les infos dans l'Excel, un par un. Enfin, les informations, nom, prénom, email, adresse, Mmh. etc. Et puis voilà, ils cèdent un petit peu de leur Excel pour leur décision d'embauche. Mais OK. effectivement, c'est complexe, ça demande beaucoup de temps. D'autant plus que les RH dans les PME de 50 employés ne font pas que du recrutement, ils font aussi du payroll, ils font du congé, ils font des événements, des réunions. Donc, c'est pas des tâches, Mmh. ce n'est pas que le recrutement, leur tâche. OK. Donc c'est la difficulté aussi. Ah oui, ça prend du temps. Ouais. Et comment, du coup, Skilled permet de combler ce besoin-là? Eh bien, tout simplement, Skilled part d'une seule raison, quand ça a été créé en 2014, c'était parce qu'à l'époque, on connaissait déjà les enjeux recrutement au Luxembourg, hein, parce que effectivement, le nombre de frontaliers a grandi énormément entre même 2010 et 2014. Donc le besoin était naissant et l'enjeu était naissant de traiter efficacement les recrutements. Donc c'est la principale raison pour laquelle Skill a été créé en 2014, c'était bah, effectivement de faciliter le travail des RH et des recruteurs au Luxembourg, bien sûr. Alors, entre 2014 et aujourd'hui, le logiciel Skilled, donc qui est un logiciel ATS, qui veut dire Applicant Tracking System, donc ça veut dire le suivi des candidatures, a beaucoup évolué hein, entre 2014 et aujourd'hui. Mais effectivement, je pense que la principale raison pour laquelle Skill a été créé à l'époque, c'était effectivement de tout simplement bah, éviter ces tâches à faible valeur ajoutée du recrutement, comme bah, le tri des CV, et puis bah, de répondre aux enjeux du Luxembourg avec un attrait de travailleurs frontaliers énorme, qui sont quasiment, je crois, 50% aujourd'hui Mmh. du pays. Donc ce taux bah, doit être gérable de par les CV, bah, de par les recrutements et de par les recruteurs. Donc, Skilled, en fait, vraiment, a été créé bah, pour faciliter la vie des recruteurs, tout simplement. OK. Alors j'ai une petite question bête parce que je m'y connais pas du tout. Oui, Parce que tu dis Skilled est un logiciel ATS. ouais. Mais moi je pensais que l'ATS était un logiciel en fait. Alors, disons que un ATS, non, c'est le nom générique pour plusieurs logiciels qui gèrent les recrutements. Donc ATS est un nom standard, hein, global. Mmh. Donc quand on dit j'ai un ATS, ça veut dire j'ai le logiciel Skilled, j'ai le logiciel Workday que je peux citer, SAP, etc. C'est un ATS. Donc c'est D'accord. le nom, OK. disons, standard, global. D'accord. Et du coup maintenant si on parce que quand on reprend l'exemple des 1800, profils, heu, côté candidat, comment on fait pour, être au-dessus un peu de la liste? Quand on passe par je ne sais pas si Ouais. eux passent par un ATS, mais quand on passe par un ATS, comment ça se passe? Ben, en fait, l'ATS va préqualifier les candidats via des questionnaires de présélection sur donc des formulaires, hein. C'est-à-dire qu'un candidat, il voit une offre d'emploi sur Indeed. Indeed, vous aurez un bouton Apply. Le candidat va être mené sur le logiciel, l'ATS notamment. Et là, il aura des questions sur lesquelles il devra répondre, comme combien d'années d'expérience avez-vous dans ce domaine? Quelles sont vos attentes salariales? Euh,
Est-ce que vous connaissez le milieu, géolocalisation, etc. Donc, c'est des questions de présélection. Et ces questions, en fonction de la réponse, vont trier et filtrer les candidats sur le système en interne dans l'entreprise qui recrute. Donc, c'est en soi assez difficile de passer outre. Alors, effectivement, il y a des petites techniques, mais le logiciel, justement, est fait pour prioriser ceux qui correspondent vraiment à l'offre d'emploi et moins prioriser ceux qui correspondent moins en termes d'expérience ou de salaire ou autres facteurs. Et du coup, c'est quoi? Parce que je pense que les personnes qui nous regardent sont peut-être candidats aussi et veulent savoir c'est quoi les petites techniques, les petits tips. Parce que moi, j'ai entendu un tips, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, c'est des mots-clés qu'on met sur les CV en blanc pour pas que ça se voit sur le CV. Et puis, moi, j'ai lu des commentaires qui disaient oui, ça marche, etc. Alors, est-ce que ça marche vraiment? Ouais, c'est des petits malins. Non, ça marche pas. En fait, ce que peut permettre à la limite les mots-clés dans un CV, donc de rajouter en gras des mots-clés ou de les mettre par-ci par-là, etc., c'est d'aider le recruteur dans l'entreprise pour laquelle le candidat candidate, de le retrouver dans sa CV Tech. Donc la CV Tech, c'est une database sur laquelle il peut retrouver tous les CV qu'il a reçus avant. Mais pour une offre d'emploi T sur laquelle le candidat qui a fait le petit malin avec ses mots-clés candidate, non, ça va pas le prioriser. En fait, ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, alors j'ai deux grands tips, on va dire. Alors, je sais pas si c'est bien que je dise des tips comme ça, mais le numéro 1, c'est effectivement tout simplement un peu de mentir. C'est-à-dire que quand vous avez des questions de présélection du type est-ce que vous avez au moins 5 ans d'expérience? Donc là, on va mettre non, par exemple, assez bêtement. Là, vous mettez oui, donc vous mentez. Si l'attente salariale, vous savez que c'est le minimum qualifié qui est recherché au Luxembourg pour cette position, vous allez mettre l'attente salariale minimum qualifié annuel, par exemple. Donc c'est vraiment d'être assez malin sur les réponses données sur les formulaires de présélection. Et autre tips aussi, c'est le CV. Le CV, il doit pas être trop original, parce que dès qu'il est trop original, le système va avoir du mal à filtrer les mots-clés. Alors, pas les mots-clés que tu as cités avant, mais les mots-clés style nom, email, phone, etc. Parce que si tu as un CV trop original, qui a une photo là, le téléphone tout en bas, l'email à gauche, etc., il va mal encoder le CV, le profil, l'ATS, et du coup, il risque d'être moins priorisé par rapport à d'autres. Mais quand tu dis trop original, on peut quand même mettre des petites couleurs ou pas du tout? Oui, non, tout à fait. Je pense trop original, j'ai en tête un peu les CV un de CV. design. Ouais, j'ai vu une fois un CV avec une photo en plein milieu du candidat, en gros, son prénom en grand tout en haut, et effectivement son phone tout en bas, et son mail, je sais plus, à droite à gauche, avec les expériences qui étaient vraiment, c'était pas structuré en fait. Et ce qui est très bien. Moi, œil humain, je me dis, oh, ce design. Si surtout veut pour un poste créatif. C'est ça. Donc s'il bosse dans le marketing ou dans l'ingénierie, etc., effectivement, ça fait sens. Mais pour un ATS, malheureusement, ça va être mal priorisé. Il va mal prendre le CV et le recruteur risque de pas le voir, par exemple. Mais toutes les entreprises au Luxembourg passent par des ATS? Non, pas toutes. À vrai dire, alors c'est vrai que chez Skilled, on couvre beaucoup d'entreprises très différentes, qui sont plus ou moins grandes, que ce soit dans le secteur public ou des petites PME. Notre plus petit client qui utilise Skilled sont 15. Donc, et le plus grand, je crois qu'ils sont 8000 de tête. Ah, donc c'est pas forcément très la large. plus grosse entreprise qui utilise. Ok. Pas du tout. Ce qui va primer, c'est le process en interne de recrutement. En fait, le besoin d'utiliser un ATS dépend du volume de CV qu'on reçoit, par exemple, c'est un des besoins. Dépend de si on veut poster les offres d'emploi sur plusieurs sites à la fois. Ça peut être un besoin pour utiliser un ATS. Donc non, toutes les entreprises n'utilisent pas d'ATS. Alors c'est vrai qu'au Luxembourg, on a beaucoup de PME, TPE, PME finalement. Il y a énormément de TPE, PME sur la part de l'entreprise globalement. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas outillées au Luxembourg en termes d'ATS parce que ils ont peut-être pas le budget, pas le besoin, parce que leur recrutement ça leur va, ils gèrent bien. C'est un gros budget? Alors c'est une bonne question. Ça dépend en tout cas chez Skilled, on est basé uniquement sur la taille de l'entreprise. Mais ça peut être du simple au double. On peut commencer à 95-95 euros par mois, par exemple, pour une petite TPE, jusqu'à quasiment 1000 euros par mois pour des plus grandes structures. Okay. Ça dépend du besoin, mais on a plusieurs licences. Ok, d'accord. Ça va, 95 euros par mois. Oui, c'est vachement abordable. Oui. Ouais. Oui, puis pour être compliance GDPR, c'est pas cher. En plus, oui.
Est-ce que tu aurais une mission où tu as fait vraiment gagner du temps ou de l'argent à une entreprise? Alors précisément, oui, j'ai en tête une structure en Belgique avec qui je travaille depuis récemment, depuis mars, je crois. C'est une structure, alors malheureusement je peux pas la citer, mais c'est une structure qui a plusieurs antennes sociales au Luxembourg, en Belgique, pardon, notamment en Wallonie. Bon, qui est assez connu, qui fait partie d'un groupe social, on va dire, en Belgique. Et alors eux, je me souviens, avaient une difficulté de centraliser l'info, parce que pour leur recrutement, ils avaient une antenne à Bruxelles, ils avaient une antenne à Namur, à Charleroi, à Province de Luxembourg, etc. Et pour faire les recrutements, bah, ils recevaient un CV, par exemple, à Namur. Le gars de Namur envoyait le CV à Charleroi. Le gars de Charleroi disait, mais non, mais c'est pas moi qui gère celui-là, donc il renvoyait à Bruxelles. C'était La un perte de temps ping-pong en ouais, plus. sans nom. Donc, du coup, bah, depuis mars, ils utilisent Skilled, par exemple, donc un ATS en l'occurrence. Et là, bah, ça a centralisé les infos, les communications entre eux, les CV. Donc, ils n'ont plus besoin d'envoyer des mails à droite à gauche. Ils se connectent sur Skilled, ils retrouvent tous les CV, quelle que soit l'antenne et quelle que soit la ville. Et le ROI, donc le retour sur investissement précis, bah, c'est le time to hire, c'est-à-dire le temps de recrutement, qui était d'origine à peu près de 60 jours chez eux, ce qui est beaucoup hein, pour du milieu social notamment. Et là, il a été réduit à 30 jours. Ah oui, d'un mois. En fait, bah, la réduction du time to hire Mm. gagne du temps, donc de l'efficacité et donc de Mm. l'argent. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que les ressources humaines, c'est pas un business score comment dire, enfin, en général, les entreprises pensent pas que c'est un bon investissement, les RH. Mais si, parce que la base de l'entreprise, c'est le recrutement. Mm. Parce que les candidats vont devenir des employés, des futurs ambassadeurs de la marque, etc. Donc, le recrutement, c'est la base de tout. Donc, il faut gagner en efficacité et en temps, et ce qui fera gagner de l'argent indéniablement. Est-ce que tu as une entreprise que tu as aidé à digitaliser? Oui, oui, j'ai effectivement en tête Fonds du logement au Ok. Luxembourg. Fonds du logement. Alors, ils utilisent Skill depuis l'année dernière, je crois vers juillet, il me semble. Donc j'avais bah, effectivement géré les premières communications avec les ressources humaines en interne chez Fonds du Logement. Fonds du Logement, il faut savoir qu'ils ont un recrutement assez fort quand même. Hein. Ils recrutent quand même pas mal de candidats à l'année. Alors j'ai plus la métrique précise par an, mais voilà, ils sont au-delà de 30 recrutements par an, je pense. Donc ce qui est quand même assez conséquent. Bon, il y a des entreprises qui font beaucoup plus, hein, comme Cactus que j'ai en tête, mais bon, bref. Fonds du Ouais, eux, Logement, ils font effectivement. pas mal de Oui, recrutements. Je vois beaucoup d'offres d'emploi de ouais, Cactus. Là, ils ouais. s'en font un et ils me disent là dans mon groupe WhatsApp. D'ailleurs, je fais ma petite pub. N'hésitez pas à intégrer le groupe WhatsApp. Il y a quelqu'un qui me dit il y a une journée recrutement avec Oui, l'ADEME et ouais, Cactus. ouais, c'est ça. En fait, il y a souvent les jobs d'art, ce C'est qu'on peut ça. appeler les jobs d'art, je crois à Esch et en ville, où Cactus effectivement participe. Alors Cactus, bon c'est différent parce que eux effectivement recrutent tout le temps, c'est un flux sans cesse. Donc tu vois ça c'est, ils avaient le besoin quand ils ont intégré Skill, ils avaient carrément le besoin d'avoir un ATS parce qu'ils avaient je ne sais pas combien de candidats, je ne sais pas combien de recrutements. Ah, Cactus a intégré Skill. Oui, oui, tout à Ok, fait. Ils d'accord. utilisent Skill. Ok, Aujourd'hui, ils d'accord. utilisent Skill. Bon, depuis des années maintenant, à Mm. vrai dire. Ils sont clients depuis un certain temps, mais j'ai pas les métriques en termes de nombre de recrutements, mais ouais, c'est rien à voir avec Fonds du Logement, ça, Ouais. c'est un niveau au-dessus. Mais au même titre que la Luxe, hein, la Luxe utilise Skill aussi, hein. Et la Luxe aussi, c'est un recrutement assez fort hein, en termes de Mm. volume. Donc, la Provençale aussi que je peux citer, Ok. Ah, il y a pas mal Cocotte, d'entreprises. Oui, Fischer, Cocotte, je connais. tout Mm. ça, Ah, Fischer effectivement, aussi. utilise Skill. Ok, Ouais, tout à d'accord. fait. Donc ça, c'est intéressant. Mais pour revenir sur Fonds du Oui, Logement, je désolée, je m'éparpille. t'ai Non, non, changé de pas de sujet. souci. Donc Fonds du Logement, alors eux n'avaient pas d'ATS, effectivement. Ils n'étaient pas trop digitaux. Et en intégrant Skill, je sais qu'ils ont développé aussi pas mal leur présence sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Donc, en fait, Skill était le commencement de la digitalisation globale de leur recrutement et même de leur communication, Fonds du Logement en interne. Parce que Fonds du Logement, on avait tendance à penser, c'est un peu vieux jeu, c'est un peu, alors c'est pas public, mais voilà, c'est mi-public, mi-social. Donc ça avait un peu une image de marque un peu vieillissante. Mhm. Et avec Skill, bah, justement, ils ont vraiment redynamisé tout ça. Donc ils ont développé bah, la partie recrutement, la partie réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Facebook. Donc voilà, il y a eu vraiment ce nouvel ère de digitalisation qui ont suivi Skill, Ok, par exemple. d'accord.
Quand tu observes les entreprises au Luxembourg, est-ce que les CV sont réellement tous lus? Surtout dans les boîtes où il y a pas mal de postes vacants Ouais. et pas mal du coup de candidatures derrière. Alors, des gens vont m'en vouloir de dire ça, mais non, ils sont pas tous lus. Surtout quand je précisais 1800 CV en une semaine. Humainement, on ne peut pas lire tous les CV. Bon, d'où l'intérêt d'un ATS, mais même en ayant un ATS, les CV qui correspondent moins, disons, aux qualifications demandées pour une position vont être moins priorisés, donc les recruteurs ne verront quasiment jamais ces CV. Ils peuvent, s'ils le veulent, vérifier ces CV, même s'ils seront rejetés du système, entre guillemets, mais dans la plupart des cas, ils ne seront pas regardés. Donc non, ils ne sont pas tous regardés. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'en vouloir pour ça, mais la Oui, réalité est que il y c'est a un pas flux possible. tellement... Oui, Non, c'est pas humainement, c'est pas possible. possible. Oui. Bah, d'où l'importance de bien faire son CV Oui, tout à fait. de manière à être lu. Exactement, Mais exactement. par contre, ceux qui sont lus par l'ATS, ils sont tous lus par, enfin, qui sont acceptés par l'ATS, Oui, ils sont tous lus par exactement. le recruteur. Par le Ok, recruteur. Parce que ok, ceux-là vont être beaucoup plus priorisés. Donc là, le ok. recruteur aura plus l'œil dessus, effectivement. Et tu sais le pourcentage? Par exemple, sur 2000 candidatures, il y a combien à peu près En Non, fait, j'ai pas de pourcentage. Alors c'est vrai que ça fluctue beaucoup ça du business dépend. score, Ouais. de l'offre d'emploi, de la position que l'entreprise recherche. Mais l'ATS, c'est plutôt strict ou Ben, ça dépend en fait en des fait, conditions de l'employeur? il y a un truc important, c'est vrai qu'on parle souvent d'IA, mais l'ATS ne recrutera jamais à la place du recruteur. Il faut quand même savoir ça. En fait, l'ATS va aider à trier, prioriser les CV, mais il va jamais sélectionner à la place du recruteur. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que effectivement, ça va dépendre de ce que le recruteur met dans son formulaire de candidature. Donc le fameux formulaire où le candidat peut répondre oui, non, mettre Mais il n'y a pas tout un le temps montant. ça. Alors il n'y a pas tout le temps ça, mais c'est voulu parce que le recruteur veut, alors soit il met très peu de questions, donc ce qui veut dire qu'il veut amasser le plus de CV possible. Ça c'est possible, hein, c'est une technique d'avoir le plus de CV possible pour avoir le plus de choix possible. Il y a des entreprises qui font ce choix. Hein. Bon, peut-être moins au Luxembourg, mais en tout cas voilà, ça arrive. Et il y a les recruteurs qui mettent plus de questions pour effectivement filtrer au maximum les CV. Et ça, c'est beaucoup utilisé effectivement au Luxembourg. Mais c'est le recruteur qui décide ce qu'il veut demander au candidat, en fait. Donc c'est à lui de savoir effectivement quelles sont les informations focus pour le recrutement d'un accounting accountant, par exemple, dans son entreprise. Donc D'accord. c'est finalement le recruteur qui choisit un petit peu ce qu'il demande et ce qu'il veut savoir. Et qu'est-ce qui fait qu'une candidature ne passe jamais la première étape selon toi? Alors déjà, il y a une métrique importante, c'est que seulement 20% des candidats vont jusqu'au bout des formulaires de candidature, quels que soient les formulaires. 20% seulement, donc c'est très peu. Ils sont pas motivés. Ben, en fait, C'est pas ce que je vois sur les réseaux ouais, sociaux. non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais en fait, depuis quelques années, il y a un équilibre qui change entre les candidats. Alors oui, les entreprises reçoivent beaucoup de candidats, c'est une chose. Mais il y a aussi l'aspect que le candidat aime se renseigner sur l'entreprise avant de candidater, super important, c'est ce qu'on peut appeler l'employer branding, donc qui est vraiment ultra important et très peu travaillé au Luxembourg finalement encore maintenant. Donc ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que effectivement seulement 20% des candidats finissent les formulaires de candidature parce que plus le process est long pour remplir les champs, plus le candidat va se dire non mais ils veulent savoir tout de ma vie, je laisse tomber, ils Après sont pour leur chiants, après pour je ne leur candidate pas. oui, c'est vrai ça. Mais après pour leur défense, c'est vrai que si ils parce que je dis au début ils sont pas motivés, mais peut-être que s'ils en sont à leur 10e formulaire, C'est vrai. voilà. Ouais, non, tout à fait. Non, effectivement, et c'est pour ça que les formulaires doivent être Ouais. pas trop complexes. OK. Si c'est un poste, alors ce qu'on peut appeler col bleu dans le jargon, donc type technicien, ouvrier, etc. Ouais. Alors c'est pas du tout dénigratoire, mais il faut simplifier le formulaire. Parce Oui. que un technicien qui va postuler pour une offre de technicien HVAC, par exemple, au Luxembourg, veut quelque chose de fluide et simple. Donc Oui. s'il voit un gros pâté comme ça où il doit répondre 10 questions, il va laisser tomber. Donc il y a aussi ça qui est important, c'est de pouvoir doser le filtre des ATS. Et ça, c'est au recruteur finalement de prendre la décision. OK. C'est à lui de choisir. L'ATS n'est finalement que l'intermédiaire entre le recruteur et le candidat, en fait.
Et les lettres de motivation, est-ce qu'elles servent vraiment Ah, à quelque chose? alors ça c'est, j'en ai encore parlé à quelqu'un, je crois, la semaine dernière. Je me demande si c'était pas à ma conjointe d'ailleurs, parce que elle postulait à droite à gauche. Elle m'a Mmh. dit, mais est-ce qu'il faut encore envoyer une lettre de motivation? Alors, j'ai une idée assez tranchée là-dessus. Non, Ah ouais? très franchement, non. Ça me rassure. En 2026, envoyer une lettre de motivation un peu faux cul, hein, faut pas se le Oui, cacher, hein, bah en oui, disant j'aimerais tellement travailler avec oui, vous, j'ai XX oui. compétences, ce qui est sûrement le cas, mais En je plus, veux c'est dire, même pas lu. alors franchement, c'est alors déjà les ATS ne prennent pas les mots-clés de la lettre de motivation, hein, il faut OK. savoir. Donc ça, c'est pas pris en compte par les ATS. Mais même au-delà de ça, pour moi, une lettre de motivation, c'est d'un autre âge. Enfin, en tout cas, moi, je serais recruteur dans une entreprise, je sais pas, une grande entreprise de Luxembourg, imaginons. Celui qui m'envoie une lettre de motivation, je veux lui dire, mais ça sort des années 2000, ça, Je suis et d'accord encore. avec toi, je la regarderai Pour pas. moi, j'oublierai. Mais et très OK. franchement, je pense la plupart des recruteurs de notre génération Mmh. aujourd'hui, et encore plus large même, Mmh. ne font même plus gaffe aux lettres de motivation. Donc pour moi, c'est à bannir ça. En tout cas, OK, ça sert à rien, d'après moi. OK. Et je reviens aux ATS. Moi, j'ai un CV. On dit souvent que le CV, par exemple, je veux postuler à un poste, je sais pas moi, de comptable, par exemple. Et on dit souvent, bah, il faut que, par exemple, dans un poste de comptable, on demande en tant que qualité être rigoureuse, par exemple. Et donc, est-ce qu'il faut que je mette en avant les qualités que ce que le poste, ce qu'il y a écrit dans la fiche de poste? Et si oui, euh, est-ce que je dois le mettre, par exemple, au tout début? Est-ce qu'il y a un ordre ou en fait ça change rien pour l'ATS? Non, ça changera rien. Ok. Ça changera absolument rien. En fait, bah, si une entreprise utilise un ATS, effectivement, elle va demander ce genre de qualification rigoureuse, comment dire, qui excelle, précise, etc. Euh, Ça, effectivement, ils peuvent le demander sur les questions de présélection, par exemple. Ça peut être imaginable. Mais à vrai dire, les qualifications un peu bateau, style précise, rigoureuse, compétente, je sais pas quoi d'autre. Mhm. Pour moi, ça a pas de sens sur un CV. Alors je sais que pendant des années, des décennies, on le mettait sur un CV. D'après moi, il y a vraiment pas trop de sens. Enfin, surtout au Luxembourg. Je pense au Luxembourg, ce qu'ils vont justement regarder, c'est l'expérience. Alors peut-être à la limite les diplômes, quoique c'est plus l'expérience, je pense. Et surtout, bah, c'est vrai que notamment avec Skilled, en fait, le logiciel Skilled permet aussi de demander des vidéos aux candidats. Donc on peut envoyer un lien au candidat qui a envoyé un CV. Donc après qu'il a envoyé son CV, le candidat se connecte et il fait des vidéos préenregistrées chez lui pour vérifier un niveau de langue, une prestance oratoire, une compétence technique, etc. Donc je trouve que les vidéos, c'est vraiment un step au-dessus de la HR Tech Mhm. et de l'aspect RH gestion. Mais pour moi, les mots rigueur, etc. sur un CV, je trouve ça un peu old school pour être franc. Mais bon, ça Ouais. dépend encore des entreprises. Hein, Mais du mais coup, ça n'a pas d'impact sur non, l'ATS. non. Et est-ce que ça a un impact sur l'ATS, par exemple, donc toujours sur mon poste de comptable, sauf que moi j'ai fait de la comptabilité, mais j'ai fait plein d'autres trucs. J'étais, je sais pas moi, chef de rang, j'étais caissière, voilà, j'ai pas fait de la comptabilité. Est-ce que vaut mieux que je mette que les expériences de comptabilité, ou est-ce que je peux diversifier mon CV et le présenter comme ça? Ouais, c'est une très bonne question. Ça dépend en fait de la place sur le CV physiquement. Je pense que s'il y a peu d'expérience mais très diversifié, oui, là vaut mieux le mettre. Si par contre il y a énormément d'expérience et je sais pas 50% de chef de rayon par exemple et 50% de comptabilité, je pense qu'il faut plus centrer la comptabilité. Ouais. D'accord. Et ce qui est important aussi, on le néglige souvent. Alors, je sais qu'au Luxembourg, on candidate un peu en masse, hein, c'est ce que font les candidats. Hein. Mais ce qui est important, c'est en dessous du nom et prénom du candidat, donc du CV, il faut rajouter un intitulé de poste. Si par exemple, tu as une expérience de comptable pendant 10 ans, imaginons, et que tu positionnes, enfin tu postes ta candidature pour une position de comptable, juste préciser en dessous de ton nom expérience comptable ou assistante comptable ou comptable. Ok. C'est ultra important parce que les recruteurs gèrent tellement de CV que d'avoir ce petit mot clé et de savoir directement quelle expérience tu as, sans lire toute l'expérience, ça permet de gagner du temps pour le recruteur.
Donc, je pense que c'est bien de le mettre pour les candidats. Ok, d'accord. Et parce que moi, souvent, je me souviens quand je postulais à l'époque, je mettais donc il y avait ma photo là, et ici je mettais à la recherche d'un poste de, etc. Donc ça, non, pas besoin, quoi. Non, non. Ok, En fait, il faudrait un peu réduire et mettre juste comptable, en fait. ok, Si tu as une expérience comptable, tu mets oui, ton nom et en dessous comptable. d'accord, C'est beaucoup plus pertinent et le recruteur direct, il aura les yeux dessus. ok, Et ça fait pas... parce que souvent, au Luxembourg, on a tendance à postuler à tout va, parce qu'on veut absolument travailler au Luxembourg, hein, c'est l'attrait du pays. Et ça peut être malin, ça peut être gagnant, mais la plupart du temps, les entreprises veulent effectivement quelqu'un qui ont de l'expérience, hein, notamment. Oui. Donc de mettre ce mot-clé de l'ancienne expérience et sur la nouvelle position pour laquelle le candidate fait beaucoup plus de sens pour le recruteur. D'accord. Et le CV doit faire combien de pages? Une seule. On est là, ok. Mais ça, Juste c'est recto. toujours, juste recto. Ok, Ouais. d'accord. Et donc point de vue ATS, le fait de mettre du coup le titre en dessous du nom, par exemple comptable depuis 10 ans, par exemple, est-ce que ça change aussi ou ça Alors, n'a rien à voir? ouais, ça peut changer pour la recherche dans la CVTech. Je le disais avant, la database. C'est-à-dire, sur le logiciel Skill, un recruteur peut enregistrer tous les CV qu'il a reçus. Alors, en fonction de la GDPR compliance, donc la donnée de rétention de données, enfin le délai de rétention des données, pardon. Donc ça, il y a un délai. Hein, donc, C'est combien de temps le délai? Alors, 1 an ou 2 ans. Ok. Donc ça dépend de la notice interne de l'entreprise. Et donc après ce délai, les CV disparaissent hein, si le candidat n'accepte plus d'être gardé dans la database de l'entreprise X sur Skill. Donc ça, c'est géré depuis l'outil. Donc ça, c'est une parenthèse. Et donc oui, le mot effectivement là, en dessous, aide pour la recherche dans la CVTech. C'est-à-dire un recruteur recrute un accountant là dans un mois. Il va pas ouvrir une position, il va direct proposer l'offre à une ancienne personne qui a candidaté, comme toi par exemple, si tu as candidaté comptable chez eux il y a quelques années par exemple, il pourra te retrouver beaucoup plus facilement et le délai de recrutement, le process sera plus court. Donc ça peut aider là-dessus. D'accord. Voilà. Okay. Mais c'est la seule manière dont l'ATS pourrait utiliser le mot-clé. D'accord. Et le time to hire, désolé, j'ai un accent. Voilà. Au Luxembourg, ça ressemble à quoi dans la vraie vie? Alors c'est une très bonne question. Ça fluctue beaucoup. Je sais que beaucoup d'entreprises au Luxembourg qui recrutent, qui sont des antennes d'entreprises UK ou US par exemple, ou même françaises, le time to hire est très long parce que le candidat va rencontrer le talent acquisition en France, puis voir le responsable au Luxembourg, puis revoir l'ARH en Belgique. Voilà. Donc ça peut vite mener à jusqu'à 90 jours à peu près, je dirais. Donc ce qui est très long. Un candidat peut vite laisser tomber, mais ça arrive encore. Ça, c'est un exemple. Après, d'autres exemples, c'est les PME qui recrutent au Luxembourg, qui recrutent un frontalier français, par exemple. Là, ça va, c'est en général 30 jours, grand max. Voilà, c'est à peu près ça. Mais il y a plusieurs scénarios, parce que ça dépend du nombre de CV que reçoivent les entreprises, hein, parce que plus le nombre est élevé, plus le temps va être élevé pour gérer les CV. Donc ça va dépendre de plein de choses, mais je dirais 30 jours. 30 jours, ce serait le classique. Et après, ça peut aller plus selon le cas de figure. Et est-ce que tu as déjà vu des entreprises qui te disent j'ai du mal à recruter? Ouais. J'en ai déjà eu. Souvent, c'est plus ou moins des petites structures qui n'ont pas les outils pour faire connaître l'offre d'emploi. Donc, qui ne diffusent pas sur les plateformes, les différents job boards, qui n'ont pas le budget pour le faire, tout simplement. Ou alors qui n'ont pas le budget pour faire appel à un headhunter, donc un chasseur de tête, comme on pourrait le dire, qui est onéreux. Mais ouais, j'en vois encore. Alors, je pense surtout au domaine de l'IT, ce qui va être IT. Donc, les entreprises un peu de consultance IT ont un peu de mal à trouver certains profils un peu spécifiques comme UI, UX designer, BIM, software engineer, etc. Ça, je suis d'accord parce que mon mari, il est dans ce domaine-là et il a pas du mal à trouver du boulot. Ah, ok. Voilà. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais et du coup, les entreprises
je sais pas par quel moyen, mais oui, je pense à un manque de moyens de faire connaître l'offre d'emploi, de faire connaître l'entreprise, donc d'attirer. Il y a un peu de ça. Et puis les IT sont, je veux dire, ils sont friands de connaître l'entreprise, dans quoi ils s'engouffrent, etc. Ce qui est important, bien sûr. Mais plus les IT, je pense, plus les IT que d'autres core business. Mais ouais, je pense que manque de moyens, puis manque de visibilité, je pense. Les entreprises qui ont du mal à recruter. D'accord. Et pour un candidat frontalier, quelle est la difficulté principale que tu observes? Parce qu'il y en a plein qui me disent. En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est que moi, les gens me parlent beaucoup en DM. Et ces gens-là, ils m'envoient des messages et ils me disent, par exemple, je te dis n'importe quoi, éducation, c'était quoi déjà? Non, je vais prendre un autre exemple. Infirmier, ça me l'a dit ça. Infirmier, j'ai trop du mal à trouver du boulot. Et il y en a plein qui me disent, infirmier, j'arrive à bien trouver du boulot, il y en a plein, surtout dans le domaine hospitalier, j'ai pas de problème. Puis comment ça se fait que pour un même métier, et surtout en plus du milieu hospitalier, normalement c'est en demande. Mais bon, bah oui, et comment ça se fait pour un même métier, il y a des gens qui ont vraiment du mal et d'autres qui y arrivent? C'est une bonne question. Je pense déjà ça dépend du frontalier. Si c'est un frontalier mosellan, il va connaître un peu comment ça fonctionne, sur quel site, sur quel peut-être il a je sais pas, plus de connexions avec le Luxembourg, etc. Si c'est un frontalier, on va dire, qui vient de Champagne-Ardenne ou même de Toulouse, parce que j'en connais beaucoup de Toulouse d'ailleurs qui viennent travailler au Luxembourg. Enfin, pas depuis Toulouse, mais qui font. J'ai une amie en plus. Ben voilà, je sais pas pourquoi il y a une libye de Toulousains qui viennent au Luxembourg. Je comprends pas, parce que Toulouse, moi je serais restée à Toulouse. Ouais, quand même. Enfin bon, c'est une parenthèse. Mais ouais, ça dépend. Je pense de la facilité, parce que c'est vrai que en France, on a l'habitude de candidater. Alors, je sais pas trop comment se passe le milieu RH en France, à vrai dire, mais c'est vrai qu'en France, c'est très différent parce que là, sur Luxembourg, on est sur un petit pays qui a ses spécificités en termes de job boards, en termes de législation ADEME, en termes de plein de choses, de salaire, etc. Donc peut-être que cette manque de corrélation entre des personnes qui viennent de l'étranger, de Luxembourg, ont du mal peut-être à cerner, et notamment les Français, peut-être, je sais pas, peut-être celle qui a du mal à candidater ou avoir une offre d'infirmière, peut-être qu'elle ne vient pas de Moselle et qu'elle connaît pas forcément les connexions ou les job boards. Voilà. Mais je liste les job boards, je le dis. Ah oui, tout à fait. Ils sont quand même assez connus. Donc bon, à chaque fois je le répète, je dis, il y a plusieurs job boards. Vous pouvez aller sur liaisonme.jobs. Dessus, il y a vraiment pas mal d'offres. Et en plus sur liaisonme.jobs, ce qui est bien, c'est que on peut connaître aussi l'entreprise. Donc surtout avant de postuler, c'est important parce que souvent les gens, des fois, ils viennent en entretien et ils savent rien de la boîte. Donc voilà. Ouais, non, tout à fait. Non, c'est vrai que l'aspect employer branding est encore mal travaillé au Luxembourg et c'est ce que fait beaucoup mieux en liaisonme.jobs aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, ce serait une des raisons peut-être pour difficulté de candidater pour une infirmière au Luxembourg, mais j'ai pas vraiment de data précise là-dessus, mais ouais, je pense la perception de la possibilité de candidater ou pas, ou la connaissance des job boards. Mais bon, peut-être. Ça reste encore un mystère. Ouais. Donc on va aller, du coup on va aller sur le côté maintenant immobilier. Ouais. Puisque tu étais agent immobilier. Donc tu étais agent immobilier au Luxembourg. Ouais. On est d'accord. Est-ce que tu as fait un peu d'agence immobilier, enfin t'as fait un peu de métier en France? Non, pas du tout. Pas du tout. Uniquement Luxembourg. Uniquement Luxembourg. Ok. Ouais. De base, tu viens d'où? Alors de base, je viens de Metz, en France. J'ai une formation sales, donc commerciale. Juste après mes études, j'ai travaillé au Luxembourg directement, donc ça fait maintenant 10 ans. 10 ans? À peu près 10 ans. Oui, 10 ans, oui. Oui, 10 ans. Et, ça passe vite, hein. Oui, ça passe vite. Non, mais je suis pas très vieux, j'ai 32 ans, pardon. 32 ans. Non, plus oui, que donc moi. ça fait 10 ans. Non, mais t'as travaillé tout, hein. 32 ans et 22 ans. Parce que moi, ça fait 6 ans et j'ai à peu près le même âge. Ouais,
j'ai pas fait beaucoup d'études pour être franc. J'ai fait un, Quand même. ouais, bon, mais oui, non, j'ai fait un BTS MUC, Management des unités commerciales à Oui, l'époque, oui. qui s'appelle différemment maintenant, Mm. je crois, mais Ça change tellement souvent. ouais, c'est ça. Donc en fait, j'ai pas fait Oui. énormément d'études et puis après j'ai directement travaillé. Mais oui, du coup, effectivement, je me suis découvert une passion avec l'immobilier. Donc j'ai fait la formation obligatoire à la chambre de commerce, pardon. Donc la formation obligatoire pour l'accès réglementé à la profession de l'immobilier au Luxembourg, que j'ai fait juste après. Alors quelques postes que j'ai eu effectivement au Luxembourg en tant que salarié, mais effectivement j'avais envie d'un nouveau souffle, surtout indépendant, parce que j'étais indépendant dans l'immobilier. Donc je suis parti un peu de zéro. C'était un challenge, surtout après Covid. C'était dur. C'était dur. Ouais, c'est très dur. Disons que l'immobilier est passionnant, mais disons que Luxembourg est un petit pays, donc tu te fais vite une réputation, une notoriété, alors que ce soit dans un sens ou dans un autre. Hein. Mais je veux dire, quand tu pars de zéro, effectivement, voilà, il y en a, ils font ça depuis 10 ans, ils ont plein de connaissances, un networking de fou. Hein, mais bon, moi, je suis parti un peu de zéro. Hein, je crée ma propre marque, mon nom, pour proposer des services immobiliers. Donc, c'était la vente de biens. Donc, c'était courtier en immobilier, en fait. Hein. Donc, tout ce qui était location, vente, achat. Donc, c'est pas une mince affaire. Hein, il faut se créer un réseau, etc. Et comment t'as fait d'ailleurs quand t'as commencé pour créer ce réseau-là? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, au début, j'ai signé un contrat de partenariat avec Keller Williams, donc au Luxembourg. C'est-à-dire que j'usais un peu leur réseau. Donc, ils me donnaient un peu des contacts de temps en temps. Mais aussi, j'ai fait beaucoup de prospection. Donc, la prospection dans l'immobilier, c'est quelque chose. Il faut faire du porte-à-porte, en fait. C'est assez simple que ça. Faut pas être timide. Hein. Il faut pas du tout être timide. Et il faut pas hésiter à marcher sur les petites dalles et aller sonner dans les petites portes. Même jusqu'au nord du Luxembourg, il faut vraiment pas hésiter. Okay. Et ça marche alors, ça marche, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement la prospection, il y a ce qu'on peut appeler la partie FISBO, donc c'est First Selling by the Owner, ce qu'ils peuvent appeler en France de la pige. C'est-à-dire que tu épluches les petites annonces, tu vois les propriétaires qui vendent leurs biens, tu les appelles et tu leur dis est-ce que vous seriez intéressé pour avoir beaucoup plus de services en termes de vente de biens. Donc ça, c'est effectivement un autre arc. Et après, il y a la partie marketing, donc faire parler de soi, les réseaux, etc. Donc c'est vraiment créer un réseau de connaissances qui en fait peuvent devenir des apporteurs d'affaires, etc. Et de fil en aiguille, il y en a un dans le lot, je vends ma maison, viens, on signe un contrat, etc. Donc je vais pas dire que c'est au petit bonheur la chance, pas du tout. Il faut travailler pour avoir le fruit du travail, bien sûr, mais c'est long au début. Il faut au moins 6 mois avant une première vente, entre quand tu commences l'immobilier et que tu fais ta première vente. Ah oui, quand même, 6 mois. 6 mois, ouais. Au Luxembourg, du moins. Et donc, tu as choisi d'être agent immobilier à l'époque, parce que de base, tu avais dit au tout début que c'était une passion. Ouais. Donc, ça veut dire qu'initialement, tu investissais dans l'immobilier? Alors, oui. Ouais. Juste avant de commencer dans l'immobilier, j'ai acheté mon premier appart, donc en France. Parce que au Luxembourg c'est pas les mêmes montants, il faut se l'avouer. Hein. Voilà. C'est pas la même rentabilité. Exactement, pas la même renta. Donc j'ai acheté mon premier appartement un petit peu avant de commencer l'immobilier, avec ma conjointe déjà à l'époque, parce que on y pensait déjà. On s'est dit. C'était un petit peu à ce moment-là où j'ai eu mon premier fils, et le fait d'avoir des enfants m'a fait penser qu'il faut que je leur laisse un patrimoine. C'était la raison numéro 1 pour l'investissement locatif notamment. Je te coupe 2 secondes parce que je suis assez surprise. Toi, c'est entre guillemets grâce à ton fils, alors que moi, avec mon mari, on fait vite avant d'avoir des enfants parce qu'on a l'impression que quand on aura des enfants, ça va être un frein. Alors que toi, tu l'as vu plus. Il faut que je laisse un patrimoine pour mes enfants. Et du coup, c'est marrant. C'est une très bonne remarque. Pour moi, en tout cas, c'est pas un frein, les enfants. Okay. C'est vraiment pas un frein. Parce que oui, il y a des charges avec des enfants, mais je veux dire, ça nous a pas. Financier, mais un frein en temps. Ah, en temps, oui. Parce que les enfants, ça coûte réellement cher. Après, je me tout à fait. Mais ça coûte réellement cher quand ils sont ados, voire adultes, pour les études, etc. Au début, quand ils sont enfants,
Je rachète un jouet d'action et puis c'est bon. Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est clairement ça. Non, mais voilà, ça coûte un peu moins cher, quoi. Mais Ouais. bon, bah, t'as la crèche, attention, hein, ça coûte cher. Oui, la la crèche, c'est Ouais. un petit budget. Bon, Ouais. après, les impôts français remboursent la moitié, enfin, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que ça change. Mais bon, ça, c'est pas mal. Mais bon, il faut quand même les avancer, effectivement, sur l'année. Mais ouais, clairement, c'est mon fils qui m'a dit, mais putain, il faut quand même que je laisse quelque chose à mes enfants. Et c'est vraiment ça, au fur et à mesure, qui nous a conduit, aujourd'hui à 4 appartements, bon, ce qui est pas non plus énorme, mais je veux dire par là, on pense même acheter un immeuble qu'on va louer. Enfin, on a vraiment cette vision d'avoir quelque chose de dur à laisser effectivement aux enfants. Et je pense que la raison numéro 1, c'était le patrimoine, ouais. D'accord. Au-delà de la Ok. renta, etc. Ok, ok. Et t'as su tout de suite comment faire ou Non. t'as demandé de l'aide Non, ou t'as appris de j'ai tes erreurs? ouais, j'ai appris de mes erreurs, très D'accord. clairement. Le premier appartement que j'ai acheté, donc c'était en 2018, je crois, de mémoire. Oui, parce que mon fils est né en 2019, donc ça devait être vers 2018. C'était un appartement à Saint-Avold, en France. Alors, j'ai pas payé cher, je crois 40 000 euros ou quelque chose Ça comme reste ça. toujours pas cher à Saint-Avold. de Ouais, toute tout à façon. fait. Et bizarrement, la renta est bonne, parce que Oui. la renta, les locations, on est, allez, renta net, on est aux alentours de 7-9%, ce qui est quand même bon. Mais par contre, cet appartement, l'erreur que j'ai faite, c'était que c'est une grande barre d'appartements où je crois il y a, je sais pas, 80 appartements ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a beaucoup d'appartements. Il y avait des charges de copro. Et elles sont énormes. Elles sont énormes. Parce qu'il y a le chauffage inclus. Exactement, le chauffage collectif. C'est la meilleure Et à info, l'époque, je ne Maria. savais pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas noté ce détail. Je me suis dit, bon, c'est compris Ça, dans c'est les bien pour charges. la Voilà. coloc. C'est ça, la coloc. Mais du coup, à l'époque, c'était une charge monstre. Alors au début, ça restait à peu près rentable parce que voilà, j'avais mis un loyer assez fort pour économiser sur les charges, notamment chauffage. Mais après, je l'ai vendu parce que c'était intenable entre les charges de copro. Alors en plus, ils voulaient faire des travaux, alors ça a augmenté de questions faramineuses. En plus, en France, je trouvais que les charges de copro étaient déjà élevées, mais là, pour un truc ancien avec chauffage inclus et la façade qui va être faite, c'était un gouffre. Hein, donc, chauffage inclus, on est facilement dans les 200 € par mois. Hein, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, tout à fait. Hein. Ça, c'est super pour quand tu veux faire une coloc. Ouais. Parce que du coup, peu importe ce qu'ils consomment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais que ça va pas dépasser 250. Ouais. Non, c'est vrai. Mais pour de la location nue long terme comme j'avais, non, c'était donc j'ai revendu au bout de peut-être. Mais ça va, t'as pas trop perdu au moins. Non, ça va. Oui. Non, ça va. J'ai revendu un peu plus cher, donc ça va, mais mais non, ça va. Du coup, après j'ai un peu à peu près tous les ans, je dirais, j'ai acheté un autre appartement, etc. Donc je l'ai mis en location. Là, j'ai maintenant acheté un garage. Enfin, tu vois, c'est un garage, c'est rien, hein, mais en termes de renta, c'est super intéressant. Il n'y a pas de charge de copro, en tout cas très peu. Il n'y a pas de taxes foncières ou très peu. Il n'y a pas d'entretien, gestion, et les loyers à la frontière surtout sont vraiment assez intéressants. Moi, garage, ça m'a toujours intéressé. Mais pourquoi je me lance pas? Parce que j'ai peur. Parce que garage, je pense, hein, après je m'y connais pas, c'est vraiment l'emplacement qui fait que. Ouais. Et j'ai peur de me tromper sur l'emplacement. Ouais, je suis assez d'accord. Le garage, je suis assez d'accord. Choisir, donc. Je pense pour pas faire d'erreur, il faut prendre toute la bande frontalière France. Okay. Parce que là, j'ai un garage à Tille, donc à côté, en dessous de Esch, grossièrement. Et là, je l'ai acheté 12 000, je le loue 125. Ah, oui. Donc ça fait quand même une belle renta, je pense 9% net. Et par contre, toute cette bande donc de Tille jusqu'à pas Mondorf, Mondorf, toute cette grande bande, je pense que ça reste bien. Après, toutes les grandes villes, Thionville, Metz, j'ai vraiment un doute. Parce que l'achat va être cher et la log va pas être si chère. Ouais. Je suis pas sûr, mais toute cette bande frontalière, je pense que c'est un sans faute. Ouais, mais même la bande frontalière, est-ce que le garage, s'il est situé, je sais pas, dans une ruelle où il y a peut-être pas beaucoup d'habitations, ça va pas forcément marcher? Ou ça change rien, ça? Ouais, c'est une bonne remarque.
Il faudrait. Moi, je sais pas. J'ai Moi, toujours je imaginé pense. un garage à côté de grands immeubles. Ouais, mais je pense qu'il faut juste que le secteur soit passant même de travailleurs frontaliers d'avant la frontière, je Ok, pense. Parce que, d'accord. par exemple, Volmerange, Mhm. Volmerange est ultra stratégique, je pense, parce que bah là, il y a tous les frontaliers de Thionville qui passent par là, forcément, pour aller vers Dudelange ou même vers Bétambourg. Donc c'est très passant, donc c'est assez stratégique que quelqu'un ait un garage ici pour faire la navette peut-être entre Ah, les deux oui. lieux. Voilà, mais effectivement, oui, Mm. tout ce qui va être, je sais pas, secteur peut-être Villerue va être un peu moins intéressant. Par contre, Roussy-le-Village, bon là oui, mais pour trouver un garage à Roussy-le-Village, il faut y Bon aller. courage. Étanges-Grande, ça peut être pas D'accord. mal, Ok, vraiment d'accord. très stratégique. Ok, Voilà. d'accord. Bah, ok. Bah, ce soir, quand je vais rentrer, je vais dire à mon mari, on investit dans un garage. Voilà, Bon, maintenant, je exactement. sais les lieux. Mais les garages, c'est vraiment, vraiment intéressant, Ok. je trouve. Mais j'ai toujours pensé Mais que c'était intéressant. Mais c'est des Mais- petits montants, mais je pense plusieurs comme ça, Ouais, c'est pas vraiment, mal. vraiment intéressant, Mm. je pense. Et est-ce que tu aurais une anecdote extrême dans l'immobilier que tu as vécu? Extrême, Mm. oui. Alors, non, peut-être pas extrême. Non, peut-être pas extrême, mais Raconte-moi, osé, ça on va peut dire. être, Je faisais de la prospection justement à Zandweiler, à Mhm. côté de l'aéroport. Donc je faisais mon petit porte-à-porte, etc. Et arrivé à un appartement, je sonne. Une dame en peignoir m'ouvre. Mhm. Bon, voilà, moi ça aucun problème. Elle me regarde de haut en bas et elle ferme la porte comme ça. Aucun mot, rien, ni de bonjour, moyenne, rien du tout. J'étais subjugué quoi. Ah, bah, Et la porte est arrivée vraiment au niveau de mon nez Ouais. comme ça. Donc Ok. vraiment, Elle a ouvert, elle a oui, regardé elle comme m'a ça, regardé et elle a fait. et elle a fermé. Non mais c'était Voilà, quoi. assez cocasse. Ouais. Mais bon, voilà. Et si tu devais acheter un bien aujourd'hui, quel type de bien tu viserais? Quel loyer attendu? Alors là, il y a plein de questions. Ok. Quel type de bien tu viserais? Quel loyer attendu? Mhm. Quel cash flow tu estimerais? Et comment tu t'y prendrais pour trouver un bien vraiment rentable? Eh ben, je suis persuadé, et je reviens sur le même sujet, les garages. D'accord. Ok. Euh, Mais c'est vrai que c'est un petit invest, donc on prend pas forcément. Ouais. Surtout que quelqu'un qui s'y connaît pas, il se dit bon, je vais commencer par quelque chose qui prend. Ouais. C'est pas un gros montant. Au pire, si je me foire, bah bon, c'est quand même 12 000 euros, mais voilà, ça reste quand même un petit montant. Ouais. Et puis en plus, bah il y a pas de loyer impayé, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que le garage est intéressant. Alors oui, effectivement, c'est des petits montants. Je prends l'exemple du garage que j'ai à Thiel, donc je l'ai payé 12 000 euros, je le loue 125 euros. Effectivement, j'ai stratégiquement fait un prêt dessus, parce qu'il faut créer de la dette forcément pour que ce soit rentable. Je suis totalement d'accord avec toi. Bon, là, j'en ai pris qu'un, mais on peut imaginer le scénario sur 10 garages que tu payes, je sais pas, 150 000 euros, imaginons, dans une ville moyenne, comme je peux penser à Jarny. Jarny, c'est plutôt bien. Assez dynamique en termes de marché locatif, que ce soit appartement ou garage Ah, d'ailleurs. même garage, Jarny, Ouais. parce que là, on est en train d'acheter, je crois, une c'est Jarny, on est en train d'acheter une moitié d'immeuble. J'ai une moitié parce qu'en fait, comme quoi les réseaux sociaux, ça sert, hein, parce qu'en fait, je faisais des events et je faisais la pub via les réseaux sociaux et il y a un gars parmi les personnes qui est venu à mon event et on a fait connaissance comme ça. Okay. Et j'ai fait un deuxième event, donc il est venu. Pareil, c'était sur le sujet d'immobilier. Donc voilà, il est venu et lui, il investit dans l'immo. Et puis il me dit, je sais plus comment ça s'est fait, mais en gros, il avait dit à mon mari ou à moi, oui, bah j'ai un immeuble et mon associé il veut vendre la moitié de ses parts. Ah, ok. Et c'est un immeuble à Jarny. Et c'était hyper rentable. Ouais. Donc on a dit bah ok, let's go. Et donc là, on est en train, bon c'est lent parce qu'administrativement c'est oh mon dieu, parce qu'en fait il faut demander à la banque que l'assurance change de tête. Ah oui, d'accord. Oui. Et ça, c'est extrêmement lent. Ouais, ça doit être ça fait depuis des mois qu'on y est dessus. Hein. Mais voilà. Mais la banque nous a répondu et nous a dit, parce que vu qu'il est en train de vendre ses combles dans l'immeuble, on doit attendre la vente des combles pour pouvoir s'occuper ensuite de ça. Ah oui, d'accord. Je comprends pas pourquoi il faut attendre, parce que c'est deux sujets différents. Ouais, mais tout à voilà. fait. Donc voilà. Mais oui, Jarny, mais je ne pensais pas garage. Non, mais si.
Mais c'est vrai que je fais construire ma maison pas très loin, enfin pas de Jarny, mais à Sancy, à côté de Audun-le-Roman. Donc je m'intéresse à ce secteur un peu plus Briey-Jarny, parce que du coup ce sera stratégiquement à côté de mon futur domicile. Et effectivement, ouais, j'ai vu que en termes d'achat Jarny, ben, on est dans les alentours de 10-12 000, et en termes de location, on peut arriver sur des, alors peut-être pas 125 euros, mais allez 70, 90, 90 euros, donc ce qui est une renta quand même pas mal. Bon, moi j'ai de la chance avec mon garage parce que la renta est très bonne, mais je pense que j'ai eu de la chance. Mais en général, oui, en achetant 12 000, on peut facilement vendre 80 voire 100 euros, je pense, si on a de la chance. Donc la renta est quand même bonne. Hein. Alors, il faut juste que je sorte ma calculette parce que je suis un peu nul en calcul, mais par exemple 90 euros par mois fois 12 divisé par 12 000, on va dire, fois 100, ça vous fait, ouais, ça fait du 9%. 9%, brut. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bon, je compte pas les frais de notaire, etc. Mais non, mais c'est vraiment intéressant. 9%, c'est hyper intéressant parce Bien que sûr. Pour derrière le travail, ouais. il n'y a pas grand-chose, il n'y a quasi rien à Alors, faire. on parle encore une fois de petits montants, mais ça fois 10, Oui, on arrive sur même plus qu'un prix que la location d'un appart. D'ailleurs, question bête, parce que vraiment en garage, moi je m'y connais pas du tout, ça m'a toujours intéressé, mais du coup comme je t'ai dit, ça a toujours été un frein parce que j'ai toujours peur au niveau de l'emplacement. Garage, tu trouves où tes garages? Quand tu l'as, t'es à la recherche d'un garage? Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est ça, le Bon Coin? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, mes appartements aussi, moi j'aime bien le Bon Coin. Pareil, on utilise le Bon Coin. Enfin, je sais pas, peut-être c'est une habitude, mais... Une fois, j'ai trouvé un appart sur Bien Ici. Bien Ici? Ouais, ah, je ouais, l'ai Bien acheté Ici. Ouais. presque entre 80 et 90 000, je sais plus précisément, Okay. parce que ça fait quelques années. Et je le loue à 750 euros par mois. Ok. Donc, ça me fait... Et à l'époque, c'était du 1%. Ah ouais. Donc, ah ouais, là, c'est rentable. un béni. Ouais, là, c'est rentable. Et je l'ai trouvé sur Bien Ici. Ok, Bien Donc, Ici. Ah, c'est bon à savoir ça. Voilà. Okay. En plus, c'est dans les alentours de Thionville, quoi. Ouais. Donc, bien ouais, donc placé. c'est quand même bien. Ouais, ouais c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que ça me fait penser parce que, alors, moi, je suis très friand de la Moselle, ce qu'on peut appeler Moselle Est. Parce que j'ai 4 appartements, ils sont tous en Moselle Est. Et en Moselle Est, ce qui est bien, c'est que les appartements que tu peux trouver, effectivement, tu es aux alentours de 40 000, 50 000, hein, c'est ça à peu près, hein, et tu peux les louer 500, 600 euros. Donc la renta est ultra bonne en Moselle Est. Bon, il faut quand même faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de biens vétustes, hein, il faut quand même un peu faire gaffe parce qu'il y a des... Et je sais pas si tu as aussi vu ça, mais les profils aussi. Parce que les profils sont peut-être moins de qualité, je trouve. Oui, c'est vrai. C'est moins cher, mais les profils, il faut un peu plus filtrer. Ouais, c'est vrai. Non, tout à fait, mais donc voilà. Ouais, effectivement, c'est... Et pour en venir au garage à Jarny, parce que tu parlais de Jarny, mais je crois qu'à Jarny aussi, ils veulent faire un centre co, je crois, il me semble. Et parce que c'était l'associé, notre futur associé, qui nous l'avait dit, parce qu'il se renseignait, parce qu'en fait, il veut investir dans une laverie. Ah oui, et du coup, il se renseignait, et il me semble que, si je dis pas de bêtises, il y a un centre commercial qui est prévu à Jarny. Donc, si tu veux acheter un garage vers là... ah ouais, voilà. C'est pas mal. Mais même Briey, il y a une zone semi-industrielle assez dynamique qui a été créée assez récemment. Alors, je sais pas exactement quand, mais avec Action, Basic Fit, etc. Très dynamique. Donc, ce qui dynamise vraiment Briey, Val de Briey. Et là, j'ai regardé, les garages, c'est 9 000 euros. Et je pense, d'après moi, on peut louer, 70, 80 euros. Donc, ce qui fait une renta quand même assez bonne, même pour Briey, qui est un peu au-dessus de Jarny. Mais c'est vrai que les secteurs-là sont très stratégiques parce que ils sont pas aussi chers que les grandes villes comme Metz-sur-Ville, mais en soi, ils sont pas très loin de la frontière. En fait, on reste quand même proche frontière. Hein. C'est sûr. Et on reste proche de Metz aussi. Exact, proche Metz. Donc, les prix sont vraiment très attractifs. Et du coup, les loyers sont quand même assez élevés, je veux dire, pour le secteur. Donc, ouais, ça, je pense, c'est un bon filon. Mais Moselle Est, moi, tu préfères. Ma conjointe est originaire de là-bas et je connais bien les secteurs et je sais où chercher, on va dire. Ouais, tu connais bien. Et parce que moi, j'habite vers Thionville, donc pour aller jusqu'à Jarny. Ouais, ça fait une petite. Voilà, c'est pour ça le problème, parce que nous, on gère tout nous-mêmes. Enfin, c'est plus mon mari que moi qui gère cette partie-là. Ah oui, d'accord. Du coup, on passe pas par un agent immobilier ou quoi, donc la gestion, c'est nous. Donc c'est pour ça qu'on cherche des trucs plus proches. Plus proches. Autant un garage, c'est pas grave parce qu'on sait que il y aura pas besoin de. Ah oui, c'est clair. Mais autant un appart, voilà quoi. Ouais, un appart, il faut quand même un minimum de gestion. Bon, moi, je délègue, je cache pas, je délègue. Alors,
Ça dépend. Si c'est pour un locataire qui part faire des visites, ça c'est moi, effectivement. Ouais. Et tout ce qui va être, je sais pas, un ballon qui saute, mon locataire m'a dit pas plus tard que la semaine dernière à Forbach, il y a un volet qui a cassé, là j'appelle un gars pour qu'il y aille, puisque je vais pas aller jusqu'à Oui. Forbach. Parce que Oui, moi bah j'habite à Thiel en fait, donc proche frontière, à côté de Esch, donc ça veut dire que tu t'éloignes une fois que ta maison elle sera construite. Oui, je m'éloigne. Mais c'est stratégique. C'est stratégique. Ok. C'est stratégique. Faut être franc. Je voulais plus grand, plus de terrain, neuf. Forcément, oui. Donc voilà. Mais et puis je voulais la campagne aussi, parce que frontière, c'est quand même, il faut aimer. C'est très très dynamique. T'as le flux de frontaliers tout le temps. C'est fatigant. Donc moi, je veux un peu de campagne, de calme. Et c'est exactement ce que mon mari voulait, mais j'ai gagné le deal, la bataille, et j'ai dit non, je veux être Thionville. Et du coup, d'accord, oui. Pas très campagne, mais bon, c'est pas aussi grand que Metz. Que Metz, oui, c'est clair. Un petit juste milieu. Oui. Non, mais tu sais pourquoi je voulais Thionville? C'est tout bête, hein. C'est parce que je me dis, je vois loin. Je me dis, si j'ai des enfants, en fait, moi, j'aime bien apprendre des erreurs des autres. Et je parle beaucoup aux personnes qui ont des enfants. Des enfants grands, pas 2-3 ans. Et ils me disent, ils habitent tous à la campagne. Ils sont tous frontaliers, ils habitent tous à la campagne. Et ils me disent, je suis obligée de faire 30-40 minutes pour mon enfant. Je deviens le taxi de mon enfant. Parce que toutes ces activités, c'est dans les grandes villes. Ouais. Et donc, moi, je voulais un endroit où j'avais... c'est pour ça que je choisis Thionville, parce que je voulais un lieu où moi je fais le taxi, mieux c'est. Voilà, c'est juste par pur égoïsme. Non, mais c'est bien vu, hein. C'est bien vu, parce que... Voilà. Mais ça coûte cher. Ah oui, non, mais ça mon égoïsme a un prix. Non, mais ça c'est sûr. Mais moi je le vois, c'est vrai, des enfants, oui, comme tu dis, on court droite à gauche pour aller aux activités, l'école, etc. Oui. Tu les accompagnes pour la piscine, machin, donc c'est... Là, je suis au moment où je me rends compte de tout ce qu'il faut faire. Et dès qu'ils commencent à être CP, CE1, c'est... Et encore quand ils sont petits, de toute façon, dans tous les cas, peu importe où tu habites, t'es obligé de les accompagner. Ils sont trop petits, ils vont pas prendre la voiture et eux-mêmes. Mais quand ils sont ados, tu dis, tu peux prendre le bus. Mais quand ils te disent, mais il y a qu'un bus dans la journée. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est pas faux. Enfin bon. Ouais. Et du coup, donc les garages. Pour revenir juste au garage, j'ai une dernière petite question. Les prêts que tu fais, c'est des prêts. Il n'y a pas de prêts IMO sur les garages. C'est des prêts conso. C'est une très bonne remarque. Alors, les conso, ça coûte cher. Alors oui, non, tout à fait. Alors stratégiquement, en fait, alors moi, quand j'ai fait le prêt pour le garage, j'ai inclus un autre appartement que j'ai mis en même temps. Donc j'avais un taux effectivement immobilier. Par contre, la chose, effectivement, si quelqu'un fait un prêt juste pour un garage, il aura un taux conso, donc ce qui est, je crois, 4 ou 6%, ou assez élevé. Donc ça, c'est une possibilité, effectivement, d'acheter, par exemple, alors peut-être pas moi, mais plusieurs garages, donc ce qui fait plus de, je crois que c'est 20 000 € le minimum pour un prêt immobilier ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une technique d'acheter plusieurs garages, ça c'est surtout numéro 1. Et numéro 2 aussi, ce qui est possible, c'est d'inclure, alors c'est un peu technique, enfin technique non, mais d'inclure une voiture, l'achat d'une voiture en prêt. Ce qui fait que le taux conso, alors va être pas forcément. Alors moi j'ai fait un peu une technique d'entourloupe, je l'avoue. Mais c'est ce qu'il faut faire. J'étais un peu, mais bon, il y a un conseiller aussi qui m'a aidé, un conseiller bancaire. Donc, je dis pas la banque. J'ai fait un pré-travaux. Pré-travaux, donc j'ai inclus dedans le garage et une voiture que j'ai achetée en pré-travaux. Donc ce qui fait que le taux est réduit. Alors je l'ai plus en tête, mais c'est pas un pré-conso en fait. Donc voilà, il y a plusieurs subterfuges, mais ouais, je pense numéro 1, facilement, le mieux c'est d'acheter plusieurs garages d'un coup, une batterie de garage. Voilà, 90 000, 100 000, 150 000, une batterie de garage. En général, ils les vendent en batterie, et ça permet d'avoir un primo. Ok, d'accord. Donc quand on achète plusieurs garages, on peut l'avoir en primo. Tout à fait. Ok, d'accord. Tout à fait. Et du coup, quel serait, pour finir, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut investir quand il travaille au Luxembourg? Donc, on va prendre un profil type. Un jeune qui vient de commencer au Luxembourg. Il est en CDI, donc il peut avoir un prêt. Il gagne entre 3 000 et 4 000 € net. Et
il croit pas trop en la retraite. Et donc, il aimerait investir. Bon, il sait que c'est du moyen long terme, hein, par contre, hein, parce que je le répète toujours, on ne devient pas riche en une semaine. Ouais. Et donc, voilà, quel serait ton premier conseil? Je pense serait de faire bonifier ses intérêts sur son prêt. Parce que sur les impôts au Luxembourg, alors même s'il est frontalier, bah, bien sûr, il paye des impôts au Luxembourg, donc ils sont déduits sur sa fiche de salaire automatiquement. Il peut, grâce à un fiscaliste par exemple, faire déduire ses intérêts de prêt qu'il a contracté en France pour un bien, par exemple. Et ces intérêts vont réduire son taux d'impôt au Luxembourg. Donc ça lui fait quand même gratter. Alors j'ai pas de montant en tête, mais alors je prends un exemple tout bête sur des bonus, des commissions par exemple. On peut effectivement réduire le taux d'impôt qui est de 45% d'origine sur des bonus. Par exemple, un commercial, il a des bonus, il a 45 d'impôt entre le brut et le net, donc ce qui est énorme, presque la moitié. Et il peut effectivement réduire ce taux aux environs de 23%. S'il déduit effectivement les taux d'intérêt annuels de son prêt en France. Ah oui, quand même, donc ça c'est faisable. Parce que ça, je savais que c'était possible, mais je connaissais pas l'impact réel. Je fais pas ma déclaration fiscale, moi je donne ça à un fiscaliste parce que je suis nulle à ça. Et 23, on passe quand même de 45 à 23%. Ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que tout ce qui est bonus pour les commerciaux, c'est un travail acharné et les impôts, c'est presque la moitié. Hein. Donc voilà, je pense que mon premier conseil, ce serait de déduire ses taux d'intérêt sur ses impôts au Luxembourg. Après, deuxième conseil, bah, il n'y en a pas vraiment, mais j'ai en tête ma situation, parce que la problématique, c'est que alors avant, il y avait effectivement un accord entre Luxembourg et France pour avoir une bonification d'impôts des revenus luxembourgeois sur l'impôt français. Alors maintenant, d'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'ils te prennent quand même en compte la globalité de tes revenus Luxembourg et France, et là-dessus, bah, effectivement, ils te font un total impôt. Donc ce qui fait perdre quand même en intérêt en termes de rentabilité entre les loyers et puis ce que tu payes en impôts. Comment éviter ça, je sais pas vraiment. Bah, moi, je suis passée en société. Ah oui, c'est une des solutions, effectivement. Pour éviter la double, enfin, j'aime pas dire la double imposition, mais c'est un peu ça, quand même, sur le fait de prendre les revenus globaux, parce que je suis déjà imposée en France, donc je vais être réimposée, en fait, au Luxembourg. Ouais, tout à fait. C'était la solution que j'ai trouvée. Ok, non, mais c'est un bon point, c'est vrai que j'en ai parlé récemment. Ouais. Okay. Pour l'instant non propre. Alors c'est vrai que j'y avais déjà réfléchi à CI. Oui, effectivement, c'est vrai que je devrais faire ça. T'as complètement raison. Mais il y a des gros, en fait, pourquoi au début non propre, il y a des gros avantages parce que tu peux te faire un rachat à toi-même. Ouais. C'est ça qui est avantageux. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, tu achètes un bien, tu l'amortis pendant plusieurs années, il te rapporte de l'argent, et ensuite tu le vends à ta SCI. Et du coup, ça c'est intéressant. Chose que mon frère a fait, donc il a pu récupérer de l'argent grâce à ça. Mais l'idée c'est de l'amortir quand même pas mal avant de faire ça. Mais si ton bien il est bien et que t'as pas envie de le lâcher, et que t'as pas envie de le vendre, bah, tu le vends à toi-même, tu récupères de l'argent. Du coup, puisque tu l'as vendu, mais c'est toujours à toi. Ok, intéressant. Donc ça c'est top. Okay. Mais c'est vrai que ça c'est pour ça en fait au début, mais après quand j'ai vu que j'allais être trop imposée, je me suis dit, ça c'est pas grave. Ouais, non, tout à fait. On va oublier ça. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu as une personne dans ton réseau à me conseiller pour une interview, pour un podcast? Ah, c'est une très bonne question. J'ai plusieurs personnes en tête. Alors 2 personnes, je pense. Je pense que c'est pas mal. J'ai mon ancien collègue dans l'immobilier qui s'appelle Julien Felt, qui travaille chez Keller Williams Luxembourg, donc près de la place de Paris. Donc c'est l'immobilier nouveau, mais vraiment agent immobilier. Je pense que lui serait ravi effectivement de faire ce genre de contenu. Ou alors encore le chef d'agence Francis Drabic. D'accord. Qui est de la même agence, qui est un petit peu comme le CEO de l'agence Keller Williams. Je pense les deux là.
Et après, peut-être un petit clin d'œil à mon ex-collègue Thomas Perez-Zanca, qui travaillait avec moi l'année dernière chez Skilled, qui là, je pense, va un petit peu lancer sa propre activité. Alors plutôt dans la partie sales, gestion de services sales commerciaux. Je pense que lui serait ravi aussi de faire ce genre de format. D'accord, ok. Et lui, sales, c'est-à-dire, il fait quoi précisément? Alors, et donc il bossait chez Skilled, hein. Il était sales manager. Il nous a quitté le poste, hein, Oui, il n'est pas décédé. Il a quitté l'entreprise, je crois, le mois dernier. Et il voulait lancer son activité comme une sorte de consultant en gestion de stratégie commerciale dans les entreprises. Donc, il va donner des conseils ou des formations de gestion commerciale dans les entreprises. Enfin, en tout cas, je pense, c'est ce qu'il va faire précisément. Bon, je pense qu'il était un peu en réflexion sur comment exactement. Mais ouais, je pense que ça peut être une bonne personne à interviewer. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, n'hésitez pas à booster la vidéo parce que sur YouTube, on peut booster. Ça permet de me donner plus de visibilité et d'être mise en avant, du coup, par l'algorithme. N'hésitez pas aussi à m'écouter sur les plateformes de podcast. Je suis sur Spotify, Apple, Deezer Podcast. Et puis, n'hésitez pas aussi à commenter. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!